Mesdames et messieurs, nous sommes très ravis de vous savoir nombreux à suivre votre chaîne Speedline. Et ce jour, nous allons à la rencontre d'une icône, une personnalité du monde syndical, une personnalité qui a passé toute sa vie à défendre la cause des travailleurs, la cause des démunis, la cause des personnes qui n'ont pas de voix. Une personnalité qui, par son travail et son dévouement, a fait beaucoup parler de lui dans le milieu syndical, dans le milieu social, dans le milieu professionnel, une personnalité qui est connue aussi bien au Bénin qu'à l'international. Nous sommes allés à la rencontre de Noël Chadaré, puisque c'est de lui qu'il s'agit. Nous irons à la découverte de l'homme. Qui est-il? Que fait-il? Comment a-t-il réussi à avoir tout ce palmarès, 12 années de défense syndicale à la tête d'une des plus grandes centrales syndicales, organisations syndicales? Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Monsieur Noël Chadaré, bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Salut aux téléspectateurs qui suivent cette émission. Alors, lorsque on parle de Noël Chadaré, qui est l'homme? Noël Chadaré, c'est ce monsieur qui est né un 25 décembre. Oui, c'est pourquoi il est Noël d'ailleurs. 25 décembre 1965, n'est-ce pas, aux 350 lits. C'est comme ça qu'on l'appelait un temps. Donc aujourd'hui, on l'appelle le CNHU. Et donc, après cela, quelques mois après, 3 mois après, mon père et ma mère sont allés à l'aventure en Côte d'Ivoire. Ils sont allés à l'aventure à Côte d'Ivoire. Et donc, on s'est retrouvés à Yamoussoukro, en Côte d'Ivoire, où j'ai été à l'école. J'ai fait mon cursus scolaire en Côte d'Ivoire, école catholique primaire, à Yamoussoukro. Et puis après, en Côte d'Ivoire, vous savez, au temps du président Félix Houphouët-Boigny, j'ai profité de cela. Hein, je dois pouvoir exprimer ma gratitude par rapport à ce que Houphouët-Boigny a fait à ce moment-là, le président Houphouët. J'ai été affecté, quand je suis reçu au BPC, et en seconde, dans une école catholique, mais au nord de la Côte d'Ivoire, n'est-ce pas, à Korogo, le collège catholique Don Bosco, pour faire la seconde littéraire, seconde A. Et après, en 87, j'ai eu, n'est-ce pas, mon bac, bien sûr avec la mention passable. Parce que j'avais un problème, c'est en mathématiques, j'ai souffert énormément en classe. J'étais congénitalement, on va dire, nul, si je peux parler comme ça. Mais je n'étais pas bon en mathématiques et donc ça fait que je n'ai pas pu avoir la mention assez bien. Mais j'ai eu la mention passable avec le bac en Côte d'Ivoire en 87. Et puis après, je suis venu au Bénin. Je suis venu au Bénin et faire les études au département des lettres modernes. 87. Et après les études de lettres modernes, j'ai réussi, j'ai galéré un peu, galéré dans le nord, dans le nord du Bénin, où j'étais la préinsertion professionnelle. Et on nous payait parfois 5 mois. On nous appelait parfois en janvier, où la rentrée commençait, c'est bien tard qu'on nous appelait. Et on en faisait parfois 5 mois, 6 mois de préinsertion professionnelle. C'était le CPEP entre-temps. Et puis en 98-99, l'année scolaire 98-99, le gouvernement a organisé les premiers concours. Parce qu'à un moment donné, il y a eu un temps avec les politiques d'ajustement structurel, il n'y avait plus de recrutement. Nous avons souffert, nous avons galéré. Et en 98-99, il y a eu ce concours, la fonction publique, où j'ai eu la chance je l'ai passé avec succès. Je suis réussi à ce concours et donc j'ai été envoyé au CEG1 de Candy en 1990, année scolaire 98-99. Et j'ai fait 12 ans. J'ai quitté Candy en 2010 pour revenir, n'est-ce pas, à l'ADA. À ce moment, j'ai été déjà élu secrétaire général de la Confédération. Et donc j'ai dû quitter l'ADA pour venir à Cotonou pour assumer cette fonction, 2012 et à
24, soit 12 années. Et au terme des mandats, des 2 mandats, comme cela est prescrit dans nos statuts, eh bien, j'ai déposé le tablier, j'ai passé la main. Et après, bon, vous savez, quand j'ai fini de faire tout ça, et que j'ai senti que j'ai encore la fougue, j'ai la force, j'ai encore du punch pour pouvoir continuer à servir la communauté, le pays, les travailleurs. Je n'ai pas voulu rester quelque part à me tourner les pouces. J'ai dit, ben, je vais en politique. Et donc, j'ai été en politique. J'ai choisi d'aller en politique à l'UP, le Renouveau. Et vous le savez tous, ça a été fait avec... Il y a eu tout un battage médiatique autour. Et donc, chacun a dû se faire une idée de ma position, de mon choix. Et puis, c'est un homme public. J'ai écouté ceux qui étaient contre, ceux qui étaient pour et tout. Bon, ce qui est normal. Hein. Donc, je suis actuellement, je suis toujours fonctionnaire, professeur au CEG Bégamin, conseiller pédagogique, parce qu'en tant que professeur certifié, j'ai reçu la formation et j'ai fait les examens pour devenir conseiller pédagogique de français. Et actuellement, je suis conseiller pédagogique de français. Et mon bassin pédagogique, c'est le littoral. Voilà, puisque je peux dire de ma personne. Ben, j'ai 5 enfants, un père de 4 enfants plutôt. Père de 4 enfants, marié et tout ce que vous voulez, tout ce que... Voilà un peu. Alors, lorsqu'on écoute votre parcours, hein, vous avez commencé en Côte d'Ivoire, on a comme l'impression qu'il y a un virus du syndicalisme en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans ce séjour, dans votre séjour en Côte d'Ivoire? Je dois dire que, bon, c'est le virus syndicalisme, non, c'est peut-être que je l'avais déjà. J'étais un peu prédisposé à cela parce que quand j'étais à l'école catholique, à l'école primaire, je n'acceptais pas certaines injustices. Je n'appréciais pas que les plus grands, n'est-ce pas, bastonnent les plus petits, surtout les filles. J'allais à la rescousse des plus petits. J'allais à la rescousse des filles qui étaient taquinées par les plus grands. Et donc, c'est ça. Et il y a cette prédisposition de défendre les plus... Enfin, être un peu le défenseur de la veuve et de l'orphelin. Et donc, ne pas permettre que ceux qui sont les plus faibles soient écrasés par les plus forts. Et puis, j'avais aussi la compassion pour ces enfants qui viennent à l'école et qui n'ont peut-être pas les sous pour manger, pour acheter. Je partageais un peu avec eux. Je trouvais que tout le monde, tous les enfants devaient pouvoir avoir les moyens pour pouvoir manger, partager, manger le matin à l'école. Mais il y en avait qui étaient dans une situation qui n'était pas misérable. Donc j'étais très sensible à la misère. J'étais contre l'injustice aussi. Et donc, j'étais responsable aussi de classe. C'est des prédispositions. J'ai assumé pendant tout mon parcours les responsabilités de chef de classe, responsable de la classe, des classes au primaire, au secondaire et à l'université. J'étais aussi dans les mouvements associatifs, les mouvements estudiantins, la FNEB à l'école, à l'université. Nous étions aussi des acteurs de cette Fédération nationale des étudiants du Bénin, à l'université d'Abomey, de l'université nationale du Bénin, parce que après, c'est l'université d'Abomey-Calavi. On a fait des combats qui ont fait date dans l'histoire, qui sont des combats homériques, la bataille de Kindonou. À un moment donné, on a distribué les tracts en 89. J'étais en 2e année de lettres modernes. Et donc, on a distribué les tracts. Et j'ai distribué les tracts à Bégamin. Je suis un enfant de Djonké, ça, il faut le dire. À Kaboma, la maison Chadaré, à Kaboma et la maison Chadaré face à la pharmacie Djonké. Chez nous, ce sont nos maisons. Et c'est là que je suis resté. Et donc, à un moment donné, quand j'ai distribué les tracts, j'ai été fauché. Je ne savais pas que j'étais filé. Et j'étais allé dans ma chambre à la maison à Kaboma, là, quand les gens étaient venus pour me chercher. Et ma tante a crié, il faut t'enfuir, il faut t'enfuir. Elle a mis le holà, elle a sonné le holà, et j'ai dû
faire le mur pour tomber dans la maison d'à côté, et puis aller me cacher, courir, après cela m'enfuir, et puis aller voir ma tante qui était à Kwakwa, une autre tante qui m'a donné les moyens pour partir directement rejoindre mes parents, parce que mes parents étaient à Yamoussoukro, et donc elle craignait qu'en restant, on me mette la main là-dessus. Il fallait quitter le pays. Donc je me suis rendu en Côte d'Ivoire pendant un temps. Et je suis revenu parce que l'année en second avait été décrétée une année blanche. Donc j'ai passé un peu de temps là-bas. Et puis je suis revenu quand l'école, l'université, n'est-ce pas, les cours ont repris. Je suis revenu encore au Bénin. Et donc voilà un peu. Donc c'était une prédisposition naturelle pour être quelqu'un qui doit se battre pour les autres, qui se bat contre l'injustice, qui est sensible à ceux-là qui souffrent, qui sont misérables, combattre pour que ceux-là puissent aussi travailler, pour que ceux-là aussi puissent, n'est-ce pas, être heureux, parce que, comme le dit quelqu'un, nul n'est heureux seul. Donc voilà un peu ce que je peux dire pour... et puis j'avais des gens que j'admirais aussi. Hein, étudiant, j'étais déjà NCC. À Djonké, les amis qui me connaissent, on m'appelait NCC. J'étais très admiratif du professeur Albert Théodire, avec qui j'ai gardé de très bons rapports jusqu'au dernier moment, au moment où il est passé de vie à Trépas. Et donc, je sens quelque part, même la semaine où il est parti, il a été rappelé à Dieu. Il m'avait appelé, il m'avait demandé de passer le voir dans sa nouvelle maison parce qu'il n'était plus derrière l'école normale. Il m'a indiqué là où il était. Mais j'étais à l'étranger et je n'ai pas pu passer. Quand je suis rentré et j'ai appris qu'il est parti. Ça m'a fait un peu mal. C'est quelqu'un qui m'inspirait et que j'appréciais. Quelqu'un d'autre aussi à qui je peux rendre hommage parce que c'est un bon politicien, un bon socialiste qui, moi, est une sorte d'icône aussi pour moi, le président Bruno Amoussou. Amoussou qui est vraiment, avec qui je vais à son école l'écouter quand j'ai quelques difficultés, quelques problèmes, j'ai besoin de ses conseils. Ce sont ceux qui m'inspirent. Voilà tout cela qui fait que je suis devenu syndicaliste. Donc je n'ai pas été parachuté. Hein, il y a eu tout un cursus qui me prédestinait à cela. Rester dans le Nord, à Parakou. J'avais déjà des responsabilités de porte-parole de l'intersyndicale, de porte-parole du Front, de porte-parole du Conetrabac. Je cumulais tout cela parce que les amis voyaient en moi des qualités. Tous les autres me disaient, mais c'est Chadaré qu'il faut choisir. Et donc, je faisais déjà ce travail. Il y a eu des combats qu'on a menés au plan départemental qui m'ont révélé, n'est-ce pas, au grand jour, au monde des travailleurs, parce qu'il y avait des injustices. Il y avait un moment où on avait fait des heures supplémentaires et on devait nous payer, l'État nous devait, c'était au temps du ministre Bio Chabi Ochange, Chabi Orou. Voilà, et c'était des heures supplémentaires qui étaient dues aux travailleurs, aux enseignants. Et au moment où on devait restituer, on a voulu enlever, charcuter cela. Et les internes avaient pris, j'ai dit, nous, on ne prend pas. Et j'ai pris le devant de cette lutte pour dire, on ne prendra pas ça dans le Borgou. Certains avaient déjà pris, mais nous, à Kandi, j'ai dit non. Et j'ai organisé cela. Nous avons été restés, nous a restitué cela parce qu'on a rencontré, on a eu l'occasion de manifester cela devant le ministre Jean Chabiorou, qui reste à donner le OK pour il faut restituer parce que c'est ce qu'on leur doit. Et on est rentré en possession de ce qu'on nous devait. Intégralement, on n'a pas, ce qui a été saucissonné a été restitué à ceux qui avaient déjà pris. Donc ça a permis aux gens de savoir que y a quelqu'un qui se bat pour nous. Il y a eu d'autres combats au niveau de la DEC, parce que les nuitées, on va corriger, il y avait de l'injustice. Les gens nous payaient moins que ce que nous devions avoir. Donc, en prenant la tête de ces combats, je me suis fait connaître. Et puis, quand il s'agissait à la tête de la COSI, le camarade Georges Kakaï-Glélé devait partir, mais ça n'a pas... l'unanimité plutôt, s'est faite autour de ma personne,
Quand bien même, je ne voulais pas venir assumer cette fonction. Je voulais être inspecteur de l'enseignement secondaire. Et j'étais focus sur cette vocation que j'avais. Je me disais, conseiller et professeur certifié, mais conseiller pédagogique, ça m'intéresse peu, je vais être inspecteur de l'enseignement secondaire. Mais j'ai choisi d'aller, au moment où je devais aller déposer les dossiers pour être conseiller, pour aller au concours des inspecteurs en 2010, j'ai fait un accident mortel à Kandy. Hein, j'ai déjà fait tout le dossier et on devait les déposer, je crois, en septembre 2010. Et c'est le dernier délai, c'était le 25 septembre, si mes souvenirs sont bons. Et le 17 septembre, j'ai été renversé, je suis rentré dans un coma, je n'ai pas pu déposer. Et donc, ainsi, le concours des inspecteurs a eu lieu sans moi, en 2010. Et puis, bon, après, j'ai été choisi pour être secrétaire général de la COSI. Peut-être que ce n'était pas prévu pour moi d'être à cette... devenir, n'est-ce pas, inspecteur. Mais bon, quand bien même secrétaire général de la COSI, je me suis battu pour devenir conseiller pédagogique, tout en étant, n'est-ce pas, secrétaire général de la COSI. Voilà. Il y a quelque chose qui a retenu mon attention. Tout jeune enseignant, on vous affecte à Kandy, c'est presque une punition selon certains. Aujourd'hui, on a constaté que la plupart des jeunes, une fois recrutés dans la fonction, n'aiment pas aller au fin fond du Bénin. Qu'est-ce que vous avez à dire à ces jeunes-là en tant qu'expérimentés du domaine? Je crois que j'ai eu l'occasion de parler avec certains d'entre eux. Il y en a qui vont juste prendre service, ils viennent vers vous, ils vous demandent de les aider à revenir, ils allèguent qu'ils ont des responsabilités au niveau de leur famille ici, et ils ne peuvent pas rester là-bas et tout, quand ils vont dans le Nord. Mais moi, je ne les soutiens pas. Je suis clair. Moi, quand je pense quelque chose, je le dis. Et ce que je leur dis souvent, il y a eu quelques exceptions où j'ai vu que là, vraiment, ça mérite vraiment, quand ils ont déjà fait un certain temps et que vous voyez il y a une situation spéciale. Mais sinon, je refuse, je leur dis non, je ne peux pas vous aider. Parce que les enfants qui sont à Kandy, les enfants qui sont à Banikwara, les enfants de Segbana, les enfants de Kopargo, de Kopargo, hein, de Tchoumi, les enfants dans le fin fond Koufo, parce que ce sont ces endroits que les gens n'aiment pas. Ils ont besoin d'enseignants, de maîtres, de professeurs, d'agents de santé. Ils ont le droit. Ils ont les mêmes droits que les autres enfants. Donc, on ne peut pas tous venir nous mettre à Cotonou et, n'est-ce pas, on dit il faut laisser là-bas, les laisser eux. Ils sont des Béninois. Et le Bénin doit, n'est-ce pas, c'est dans la Constitution, ils ont droit à l'instruction. Donc, à la formation, ils ont droit à cela. Donc, je vais toujours conseiller à ces jeunes, mais il faut aller là-bas. Moi, j'ai commencé par là-bas, j'ai fait 12 années. Je dois vous dire que si ce n'est pas le syndicat qui m'a ramené ici, mais je me sens très à l'aise. Je suis de Ouida, mais je me sens plus à l'aise à Kandy. C'est comme si c'était chez moi. J'ai fait Parakou, c'est ce milieu, j'étais très à l'aise à Parakou. Mais dans la préinsertion, j'ai fait 5 ans à Parakou, mais j'étais très à l'aise. Et quand j'étais à Kandy, j'ai créé mon milieu. Si ce n'est pas le syndicat qui m'a arraché, c'est Djemba, si l'émission, il vous dira, le ministre Djemba qui a dit, mais vous ne pouvez pas rester à Kandy en tant que secrétaire général du SINESTP pour venir de Kandy pour venir faire des réunions ici. Non, choisissez. Dites-nous là où vous voulez, on vous affecte. Vous ne pouvez pas, c'est pas bon, vous prenez des risques. Parce que j'aimais tellement bien le coin que je n'avais pas envie de quitter. J'ai été choisi. Qu'est-ce que je peux faire? Donc quand Djemba a dit cela, j'ai dit ok, mettez-moi à l'ADA, au CEG d'Alada. CEG 1 d'Alada, c'est comme ça que j'ai dû ramasser mes clics et mes claques pour atterrir à l'ADA. Encore là, je voulais me cacher parce que je n'ai pas la grande ville de Cotonou avec les bruits, tout ça, je sais pas, ça ne m'intéressait pas. Mais c'était écrit que je devais venir ici. Parce que secrétaire général du SINESTP, à l'ADA, après on dit, mais Kaka Iglele s'en va, c'est sur toi qu'on porte le choix.
J'ai dit non, mais moi je vais être inspecteur. Il dit non, c'est toi. C'est comme ça, c'est le destin. Voilà un peu. Alors, vous venez dans le monde syndical comme ça, à force de défendre les travailleurs, et vous vous retrouvez à la tête d'une confédération, la Confédération des organisations syndicales indépendantes. Et votre séjour à la tête de cette confédération, parce qu'il faut le dire, au moment où vous veniez, la COSI était peu connue. Elle était comme une vague qui suivait la grande vague des autres. Alors, qu'est-ce qui a été fait pour qu'aujourd'hui on puisse voir une organisation rayonnante et tout le reste? Et moi, je rêve grand. C'est ma nature. Quand je suis dans un combat, tout à l'heure peut-être vous allez parler de la politique, quand je veux faire quelque chose, je veux réussir et je mets toute ma détermination, toute l'abnégation. Je fais focus là-dessus. Et donc, ça fait que, mais, il n'y a pas de raison que... Je n'aime pas échouer. Et quand j'ai pris cette confédération en 2012, j'ai vu, c'est vrai, c'était dans une situation qui n'était pas réduisante parce qu'à ce moment, il y a eu des gens qui sont partis, une dizaine de syndicats qui sont partis, et allaient créer une centrale. Et donc, je me retrouvais avec 40 syndicats. Il n'était pas... Et avec une situation financière qui n'était pas aussi... qui n'était pas bonne. Et donc, la visibilité n'était pas aussi là. Il fallait concevoir une stratégie, un plan pour qu'on puisse faire monter cette confédération. Et j'avais une très bonne équipe. Ce n'est pas moi seul, c'est tout ce monde, parce que le rôle du leadership, je l'ai joué, et j'ai eu l'accompagnement nécessaire de tous les membres de mon bureau, des 2 bureaux que j'ai dirigés. Et donc, ça fait que nous avons posé, on a été très pragmatique, on a posé les actes qu'il faut poser pour qu'aujourd'hui, cette confédération devienne une grande confédération. Elle était allée aux élections déjà 2 fois avant moi, mais quand je suis arrivé, avec tout ce que nous avons posé comme acte, la cohésion, n'est-ce pas, la convivialité entre nous et l'envie de réussir, l'abnégation, cette détermination à réussir, a fait que la COSI est devenue une grande confédération. À l'issue des dernières élections, on avait plus de visibilité. Et les partenaires qui ont une confiance en nous, les partenaires CNV International des Pays-Bas, qui nous font énormément confiance. Donc, c'est le fruit du travail. Travail, n'est-ce pas, de la cohésion du groupe, du travail bien fait. Et donc aussi, c'est tout cela qui a donné une confédération aujourd'hui que j'ai laissée aux camarades Khenlin Kodjo et dans les meilleures conditions au plan bonne santé financière, bonne santé au niveau de la visibilité en tant que confédération syndicale. Mais à COSI, ils ont hérité de cela et j'espère que ça va continuer. Et puis bon, c'est mon souhait pour eux, pour moi. Mon souhait, c'est de voir cette confédération continuer et ceux-là qui sont là, porter encore plus haut ce que j'ai fait. Je suis parti avec le sentiment du devoir vraiment bien accompli, du combat. Je fais le bon combat, quoi. Voilà un peu. Alors, vous partez dans un monde un peu timoré, syndical un peu timoré, parce que le monde syndical a quand même subi, qu'on le veuille ou pas, un certain recul en matière de fourgue syndicale aujourd'hui. Est-ce que vous avez des craintes pour le monde syndical? Bon, je crois que ce que vous dites, c'est peut-être vous étiez habitué à une forme de syndicalisme. C'est le syndicalisme traditionnel. On est dans une situation d'affrontement, de confrontation. C'est les positions qui sont des positions opposition les uns les autres. Même quand c'est des négociations, ce sont des négociations où chacun reste figé, n'est-ce pas, sur sa position. On ne cède pas pour le moindre, n'est-ce pas. Et ça, c'est cette conception que tout le monde a du syndicalisme. Le syndicalisme avait beaucoup de marches, beaucoup de grèves et tout ça. Mais aujourd'hui, on a vu le pouvoir qui est là. Quand il est arrivé, il y a eu ça.
il y a eu cette forme de syndicalisme, il faut le reconnaître, jusqu'en 2018-2019. De 2016 à 2019, il y a eu ça. Mais après, il y a eu les lois qui ont été votées par l'Assemblée nationale et qui ont fait que vous pensez que le syndicalisme n'est plus... Vous pensez à juste titre, hein, et tout le monde pense à juste titre, que ce n'est plus le syndicalisme, parce qu'il n'y a plus tout ce que vous avez l'habitude de voir. Mais il y a le syndicalisme, il existe, il est là. Il est là et sous d'autres formes. Parce qu'il faut faire preuve aussi de résilience. Vous avez vu le pouvoir qui a pris des décisions comme ça. Il y a des lois qui ont été votées. Il faut faire preuve de résilience et trouver d'autres stratégies pour atteindre les objectifs. Parce que ce qu'attendent les travailleurs, ce sont les résultats. Ce n'est pas le bruit, c'est pas l'important, c'est qu'ils sentent que leurs conditions, leurs conditions de vie, conditions de travail, et ce qu'on leur doit, le panier de la ménagère, le pouvoir d'achat, je veux dire, que cela puisse connaître une amélioration. Donc, c'est ça. Or, on n'avait plus vu ces mouvements de grève, des mouvements de lutte, d'affrontement, de confrontation. Et donc, vous dites que bon, vous estimez, comme tout le monde a raison, que le syndicalisme, tel que ça va, est-ce qu'on peut encore espérer quelque chose? Oui, moi je dis qu'on peut espérer quelque chose. Je l'ai vécu aussi, j'ai utilisé les voies, trouvé des voies pour gagner des choses pour les travailleurs. J'ai négocié, j'ai frappé aux portes. On a fait ce qu'on peut faire, parce que si vous êtes en face de gens qui disent, qui prennent ces décisions, il faut trouver des moyens, parce que c'est eux qui ont c'est chez eux que vous allez gagner ce que vous devez gagner pour que les travailleurs se sentent bien. Donc, je peux dire qu'il y a un syndicalisme, il y a une mutation, qui a connu une mutation. Il y a eu d'abord ce que vous connaissez, mais qui est en train de se moderniser en prenant d'autres formes de lutte, d'autres formes d'autres stratégies pour gagner des choses pour les travailleurs. Et ceux qui sont là aujourd'hui continuent de le faire. Ils continuent de le faire. Ils utilisent les armes qu'ils ont, qui sont disponibles, et pour faire gagner des choses aux travailleurs. Alors, vous finissez à la tête de la centrale des organisations syndicales indépendantes et vous, dès le lendemain, débarquez en politique. C'est une mutation qui a surpris plus d'un et qui, de surcroît, à l'UPR, un parti qui a la cause du président de la République. Qu'est-ce qui peut justifier ce revirement à 180 degrés? Bon, ce mot-là, 360 degrés. D'abord, le mot revirement n'a pas son sens. Ça, je dois vous le dire aussi. Revirement, ce n'est pas... Non, c'est choix, peut-être, parce que je suis resté toujours dans ma logique. Ceux qui m'ont suivi, après, j'ai eu des explications que j'ai données, et les travailleurs comprendront que... il y en a qui comprennent déjà qu'il a fait le bon choix. Ce qu'il a choisi de faire, il a fait. Il a bien fait. J'étais secrétaire général de Confédération pendant 2 mandats, 12 années durant. Et donc, j'ai assumé pleinement ma fonction. Personne ne dira que j'ai trahi. Ça, ceux qui n'ont pas apprécié, et je les comprends. Parce qu'ils ont de l'estime pour ma personne. Ils ont de l'admiration pour ma personne. Ils ne peuvent pas concevoir, comme vous aussi, hein, parce que tout à l'heure vous l'avez laissé entendre. Donc, ils savent que pendant le temps où j'ai été secrétaire général, je n'ai pas trahi. J'ai fait les combats justes. J'ai dit au pouvoir respectif de Talon, le président Yahi d'abord et du pouvoir Talon, j'ai fait les combats, j'ai dit ce que je pensais, et sans langue de bois. Ça, c'est clair. Mais une fois que j'ai fini ça, que je ne suis plus secrétaire général, je n'assume plus la fonction de secrétaire général, mais je suis libre d'aller, n'est-ce pas, en politique. Je vous avais dit que quand j'étais étudiant, j'étais NCC. Et j'avais un penchant pour ceux qui défendent, n'est-ce pas, qui veulent une justice sociale, comme le professeur Albert Thévaudrey, le parti du président Moussou, qui est un parti de gauche. Donc, je ne suis plus secrétaire en RSIS, mais
j'ai choisi d'aller faire la politique. Et je sens que j'ai encore de la fougue, j'ai encore de la force, j'ai encore du punch. Je veux continuer d'être utile. Et puisque je vais être utile, je ne vais pas rester quelque part. Puisque je vais être utile, il faut choisir d'aller en politique. Mais pourquoi le choix de l'UPR? Parce voilà, que c'est ça. Il y avait plusieurs options. Oui, deux options pour moi. Deux. Il y en avait deux. Il y avait l'option, quand j'ai pris les statuts des partis politiques, j'ai constaté qu'il y a l'UPR et le Parti communiste du Bénin. Le Parti communiste du Bénin. Donc, parce que je suis un homme de gauche. Vous avez vu depuis étudiant, avec le NCC, c'est un parti de gauche. Le Parti social-démocrate de Amoussou Bruno, c'est un parti de gauche. Donc, quand j'ai regardé, j'ai vu c'est les deux. Mais je n'ai pas envie d'aller à l'opposition. J'ai choisi de ne pas aller à l'opposition. J'ai choisi d'aller dans la mouvance. Le parti de la mouvance, la majorité, c'est le parti qui a noir sur blanc écrit dans les textes, qui est social-démocrate, c'est l'UPR. Et donc, je suis allé à l'UPR. Pourquoi? Parce que c'est d'abord un parti de gauche. Deuxième chose, c'est l'UPR dans la majorité présidentielle. Et moi, donc proche, l'UPR proche des pouvoirs de décision. Et donc, si vous voulez être utile, je peux me tromper dans mon analyse, si vous voulez être utile à ceux que vous avez servi tout le temps, parce que c'est la continuité du service syndical. J'ai dit que j'inscris mon action politique dans la continuité de l'action syndicale. Donc, il n'y avait pas d'autre possibilité que d'aller là. Parce qu'en allant là, je peux continuer de défendre des problèmes, de défendre autrement. Ne pas brûler la politesse au syndicat, mais ne pas, n'est-ce pas, piétiner sur leur plate-banque, mais continuer de défendre, de taper des portes qui vont s'ouvrir, qui s'ouvrent. Je continue de taper des portes qui s'ouvrent. Parce qu'à partir du moment où on sait que je suis dans la majorité, je suis proche, je suis dans un parti qui est proche, il y a la méfiance qui disparaît au profit de la confiance. On a confiance en lui, c'est un des nôtres maintenant. Vous comprenez? Donc je veux voir pour telle situation, je peux voir. Je veux aller voir tel autre, parce qu'avant, il y avait un climat de méfiance. Parce que c'est le syndicaliste. Voilà, ça, quand j'étais dans un rôle j'étais dans une posture de syndicaliste, il y a la méfiance. Maintenant, il y a la confiance. Et donc, avec ça, je peux régler des problèmes. Je peux continuer de servir. Je peux opiner, donner des avis sur peut-être un programme du parti. Comment faire pour qu'il y ait plus, n'est-ce pas, de social? Comment faire pour que ceux qui souffrent, parce que je vous ai dit que je suis sensible à la misère, à la souffrance, ceux qui travaillent, ceux qui souffrent, comment faire pour qu'ils se sentent davantage pris en compte? Et d'ailleurs, c'est pris en compte par le pouvoir, mais davantage pris en compte, que je puisse encore faire de telle manière que plaider pour ces personnes. Je suis plus dans la posture de revendication, mais dans la posture de celui qui fait du lobbying, qui peut faire du lobbying, qui peut plaider, qui peut opiner, une voix qui peut être écoutée pour régler, pour prendre en compte la minorité, enfin, cette majorité plutôt, la majorité silencieuse, celle-là qui se retrouve en difficulté. Donc, continuer d'aider les travailleurs. Mais si je faisais l'option d'aller dans un parti d'opposition, la méfiance continuerait. Et je vais crier, dénoncer et tout. Mais est-ce que je vais pouvoir avoir des résultats pour les gens? C'est ça un peu. Donc voilà un peu ce qui a motivé le choix de l'UPR. Vous vous retrouvez dans l'UPR. Et je me sens très bien à l'UPR. Justement, c'est ça que j'allais vous demander. Oui. Et comment se passe cette ambition de défendre, de continuer par défendre, cette ambition de réussir à ouvrir de plus grandes portes, toujours dans la défense des travailleurs? Comment conciliez-vous donc ce séjour, votre présence au sein de l'UP en relation avec votre maison où vous avez quitté? Je n'ai pas compris. C'est-à-dire que vous êtes aujourd'hui dans l'UPR dans l'intention de continuer par ouvrir des portes pour défendre la cause des travailleurs. Oui. Comment arrivez-vous à faire cela en relation avec la maison syndicale que vous avez laissée? Non, je dois vous dire que j'ai laissé la maison syndicale, la COSI Bénin. Et vous savez, j'ai un principe aussi. Quand vous avez donné l'animal, vous avez remis l'animal,
vous ne voulez pas, vous ne devez pas garder l'accord. Vous comprenez? J'ai laissé le pouvoir à Kodio Khelin, et s'il estime qu'il a besoin de moi, il m'appelle. Si je vois qu'il y a quelque chose qui n'est pas très agréable, que bon, si j'estime qu'il faut, mais généralement, je ne veux pas interférer, parce que vous avez déjà confié la maison à quelqu'un d'autre qui devient le locataire pour le temps qu'il passera là, c'est lui qui est le locataire. Donc, mais je connais les problèmes de la maison, de la maison des travailleurs. Je connais les problèmes des travailleurs. Tout ça, je les connais. Le problème des AME, le problème de ceux qui sont délaissés parce que on a compté, ils sont privés de 4 premières années en tant que contractuels. On n'a pas pris cela en charge dans leur reversement. Le problème du corps de contrôle, les inspecteurs, l'enseignement primaire, du secondaire, les conseillers pédagogiques. Je connais les difficultés des agents de santé, comment ils vivent aussi. Je connais tous ces problèmes. Parce que j'ai géré une confédération qui avait à dominante santé, éducation. Et donc, je n'ai pas forcément besoin de faire le lien. Et certains parmi eux me voient déjà, n'est-ce pas, inbox, comme vous le dites, pour me dire on a telle difficulté, telle difficulté, telle difficulté. Bon, ce que je peux faire pour que vous puissiez voir les autorités, ce que je peux faire pour qu'on tienne compte de vos problèmes, je le fais. Et je le fais dans la discrétion, pas en faisant. Parce que j'ai dit tantôt que je ne vais pas porter ombrage à ceux qui sont là. Je veux les accompagner afin qu'on puisse dire, mais les problèmes sont réglés. Donc voilà un peu. Alors aujourd'hui, vous êtes à l'UPR. Quelles sont vos ambitions en tant que, parce qu'on ne vient pas en politique pour les beaux yeux du parti politique. Vous êtes venu pour certainement continuer un travail, pour certainement engranger d'autres pistes, monter sur d'autres terrains. Comment ça se passe à l'UPR? Quelles sont mes ambitions? C'est ce que vous avez dit. À l'UP, d'abord, j'ai une bonne. Vous avez vu comment j'ai été reçu auréolé de façon exceptionnelle, un accueil exceptionnel. Je remercie tous ceux qui ont eu cette considération pour ma modeste personne. Et j'ai été bien accueilli. Et nous avons de bonnes relations les uns et les autres. Maintenant, les ambitions, c'est ce que vous parlez d'ambition. Et mon ambition, je dois vous le dire, c'est seulement que c'est voir mon parti, n'est-ce pas, gagner les élections générales, gagner ces élections, n'est-ce pas, et travailler à ce que ce parti devienne davantage grand. Il est déjà grand, mais davantage. La mobilisation, le recrutement, faire de telle sorte que le parti rayonne davantage sur l'échiquier politique béninois, et donc servir le parti. Et non mettre au devant mon intérêt personnel. Non, c'est d'abord servir le parti. C'est ce que je fais. Et si le parti estime, le parti me connaît, s'il estime que on peut le mettre ici, peut-être qu'il va balayer là. Si c'est un balayeur, on lui donne là pour balayer, ou bien il doit nettoyer, n'est-ce pas, plonger, n'est-ce pas, c'est un plongeur, mais je le ferai. Je n'ai pas dans ma tête quelque chose, focus, figé sur quelque chose, non. C'est d'abord se mettre au service du parti. Et j'ai constaté, parce que vous le dites, j'ai vu un peu, j'ai compris qu'il y en a qui sont dans le schéma. C'est d'abord plus leur intérêt que le parti. Or, normalement, ça devrait être le parti d'abord. Et ça, c'est le militant. Je veux être un vrai militant. C'est le parti. Et si le parti, on se bat pour que le parti remporte les élections générales, n'est-ce pas, législatives, communales et aussi présidentielles, mais de toute façon, tout le monde trouvera, n'est-ce pas, son compte. Maintenant, c'est au parti de dire on le veut ici, on le veut là, mais a priori je n'ai pas un choix. Partout où je suis envoyé, je suis mis, je ferai ce qu'on me demande de faire, mais l'important c'est de servir le parti, faire de telle manière que le parti rayonne davantage, soit le parti le plus fort, le plus grand.
Et je travaillerai à cela. Ça, vous pouvez Alors, compter sur vous avez une maîtrise parfaite du territoire béninois, oui. jeune sudiste qui a travaillé au nord. Aujourd'hui, vous avez une vue globale du pays. Quels sont les leviers sur lesquels vous pensez qu'on puisse agir pour que ce pays-là se porte mieux? Bon, je peux vous dire que c'est d'abord la justice sociale. Hein. La justice sociale. La justice sociale, que tout le monde puisse trouver son compte dans le partage de la richesse. Il faut d'abord créer la richesse. Et quand on crée la richesse, il faut qu'il y ait une justice distributive et que tout le monde se sente concerné. Moi, je suis, en tant que secrétaire général, secrétaire général honoraire aujourd'hui de la COSI Bénin, donc quelqu'un qui, pendant que j'étais secrétaire général, je parcourais le Bénin, j'ai vu des choses qu'on peut. Et ça fait partie des éléments qui m'amènent aussi en politique. J'ai vu des situations de gens qui vivent très mal. Des gens qui vivent mal, des travailleurs, parce que les paysans sont aussi des travailleurs. Vous me suivez? Les paysans sont aussi des travailleurs, mais je constate qu'ils ne sont pas heureux. Ils vivent, ils créent la richesse. Donc on doit faire un effort pour que ces paysans-là puissent, n'est-ce pas, être heureux. J'ai passé mon temps en Côte d'Ivoire, j'ai compris, j'ai vu en tant qu'écolier, ensuite élève, mais des enfants de paysans qui sont déposés à l'école dans des grosses voitures, des gros cylindrés. Et les paysans vivent très bien. Bon, pourquoi est-ce que ce qui est possible là-bas n'est pas possible ici? Quand ces cotonculteurs vivent, travaillent, produisent la richesse. Je sais, ceux qui ont les producteurs de l'acajou, les paysans qui l'acajou, pourquoi eux ne peuvent pas, n'est-ce pas, être heureux? Je pense qu'il y a peut-être des choses à faire pour que ces gens-là puissent aussi bénéficier du fruit de leur travail. Parce qu'ils ne bénéficient pas souvent du fruit de leur travail. Donc il y a des réajustements à faire, des ajustements à faire. Et donc, moi, je vais porter un peu la voix de ces gens-là, parce que je veux aussi voir les paysans. J'ai des parents. Je suis un enfant de famille, mon père est menuisier à Djonké. Il était menuisier, mon feu père, ma mère est ménagère. Donc, je connais la misère, je connais la souffrance, je connais les difficultés. Donc, que vivent les enfants. Donc, je veux voir qu'il y ait un peu plus de justice sociale. Il y a des efforts qui sont faits, mais davantage, on pourrait faire des suggestions, des propositions, encore que je suis dans un parti qui est social-démocrate, un parti qui a cette obédience social-démocratie, un parti donc qui lutte, qui se bat pour la justice sociale, donc pour équilibrer, qu'il n'y ait pas trop de frustration. C'est un peu ce que je pense qu'on peut faire. Il y a beaucoup d'idées, beaucoup de choses dans la tête que je propose. Quand j'aurai l'occasion de faire des propositions, je les ferai. J'en ai fait certaines déjà. Et donc, à mon président, le président Diogbenou. Voilà un peu. Alors, cette entrevue tire à sa fin, mais je ne vous laisserai pas partir sans vous poser cette question qui fait l'actualité. Que pensez-vous de cette vague qui est en train de secouer votre parti politique, UP Le Renouveau, avec Adrien Oumbédi qui jette des tentacules de départ? C'est la vitalité de la démocratie. C'est une réalité des grands partis. Les grands partis, il y a toujours des courants. Et c'est les courants. Il y a des courants, il y a des moments où on sent que le navire est en train de tanguer, mais tout ça, ça va se calmer après. Je suis presque convaincu que les personnes les plus avisées vont se retrouver et trouveront une solution. Parce que on aura tort de se quitter comme ça. Ce ne serait pas bien pour le parti. Le PRD ne gagnera rien, enfin l'ex-PRD ne gagnera rien en allant comme ça. Elle a tout à gagner en restant à l'UPR, et donc à négocier, à échanger. C'est prévu dans nos textes. C'est dans les textes, dans le statut, c'est prévu, n'est-ce pas, qu'il faut. Quand on se retrouve les deux se retrouvent en difficulté, ben, il faut s'asseoir. Et moi, j'invite, n'est-ce pas, nos responsables
à s'asseoir, le président Diogbenou, le président Mbeki, la tête froide, le cœur chaud, à se retrouver, échanger, négocier, discuter pour que laver le linge sale dans la famille, trouver les voies et moyens pour souder, consolider. Parce que les échéances qui nous attendent sont des échéances où nous devons partir, n'est-ce pas, totalement forts, solides, soudés, unis, regardant tous dans la même direction. Et j'appelle vivement les uns et les autres à baisser, n'est-ce pas, le mercure, que le thermomètre, n'est-ce pas, baisse et qu'ils se retrouvent pour le bonheur de l'UPR. Voilà ce que je peux dire. Voilà, cette entrevue tire à sa fin. Votre mot de fin. Oui, je vous remercie pour cette occasion que vous m'avez donnée de parler de moi, un bâton rompu. Et je vais souhaiter à votre émission, n'est-ce pas, une longue vie. Merci. Et qu'il y ait d'autres émissions avec de grandes figures. Les grandes figures de ce pays, il y en a, et ce n'est pas ce qui manque. Je souhaite bon vent à votre émission et beaucoup de courage parce qu'aujourd'hui, je sais que le monde dans lequel vous êtes, le travail ne nourrit pas son homme. Hein. Je le sais très bien, les journalistes que vous êtes, n'est-ce pas, le statut, je crois que c'est bien ça, qui a été voté, je crois, hein, pour améliorer vos conditions, mais c'est jamais mis en œuvre. Donc c'est difficile pour les patrons de presse de pouvoir régler les problèmes, faire de telle manière que les travailleurs de ce côté-là, ceux qui utilisent, se sentent bien. Eux aussi ont des difficultés, on peut comprendre, mais ils doivent faire des efforts pour que les journalistes ne soient pas des gens qui, n'est-ce pas, tendent la main, qu'on peut exploiter facilement en leur donnant un billet de 2000, de 5000 et tout. C'est difficile. Je vous souhaite beaucoup de courage. C'est un métier comme celui des enseignants. Hein. Nous, enseignants, c'est un peu les rats d'église. Mais aujourd'hui, ça va mieux parce que les pouvoirs précédents, celui du président Yahi, le pouvoir aussi actuel, fait des efforts pour que nous puissions nous sentir mieux. Mais je voudrais qu'on règle le problème des AME au plus tôt. Les AME, il ne faut pas recruter 2500, il faut recruter la grande majorité. Ils sont là depuis des années, ils sont, n'est-ce pas, dans la précarité. Ils donneraient le meilleur d'eux s'ils sont recrutés un nombre important. Moi, je suggère qu'on prenne la première promotion, après, en deuxième promotion, c'est des critères objectifs et non des critères où on se retrouvera pour dire ben, c'est ceux qui ont eu les diplômes professionnels, c'est ceux qui sont proches de la retraite et tout ça. Non, c'est des critères qui sont contestables. Et le seul critère objectif, c'est le critère des promotions. On a une première promotion, on a une deuxième promotion, une troisième promotion, qu'on trouve les moyens pour recruter, pour reverser, n'est-ce pas, un fonctionnaire d'État, un CDPE. Ceux-là, et c'est le gouvernement qui va en profiter, voir un peu les conditions de travail. Les gens font 26 heures, 28 heures, c'est trop. Et donc, il faut vivement, c'est un peu, je vais dire mon dernier mot, c'est ce cri de cœur, demander de les reverser et que la rentrée prochaine, il n'y ait pas, n'est-ce pas, encore AME, qu'il y ait des AME certes, mais que la première, concentre que déjà parmi eux, certains sont devenus désormais des ACDPE. C'est vraiment le dernier mot que j'ai. J'espère que ça ne va pas tomber dans les oreilles des sourds. Et je sais qu'un travail aussi est en train d'être fait dans ce sens, mais que ça tarde parce qu'ils sont impatients, ça tarde et il faut l'annoncer le plus tôt possible pour que, ils disent, on a attendu, c'est plus les 2500, les 3500 qui sont prévus dans le budget, mais c'est un nombre important. La première promotion des AME, les plus nombreux, et c'est ça que je souhaite, vivement. Voilà, vous avez compris que même en politique, hein, la fibre syndicale continue de l'animer, et c'est justement ça qui fait l'homme. Et je pense que lorsqu'on a eu ce parcours et qu'on se retrouve en politique, on est bien armé pour savoir ce que vit le Béninois qui vit dans le coin le plus reculé du pays et qu'on puisse porter cette voie-là vers ceux qui prennent les décisions afin que le Bénin soit un pays dans lequel coule le lait, le miel, bien redistribué
à chacun et à tous pour le bonheur de notre pays, le Bénin. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour ces 52 minutes avec Monsieur Noël Chadaré. Merci à vous de nous avoir reçus. C'était un plaisir pour moi. Et merci à vous, chers amis téléspectateurs, de nous avoir suivis. Restez câblés Speedline TV. Icône, un prochain numéro, c'est pour vendredi prochain. Merci beaucoup.